l'assistance ici que nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir ce jour Monsieur Ardouma Sirima, et secrétaire général de la section française du mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples, secrétaire exécutif de la plateforme panafricaine France, et le docteur Alex Zabana Oualibaka, président de l'association du mouvement MV2, coordonnateur de la plateforme de la société civile pour le respect de la Constitution de janvier 2002. Merci, une fois de plus. Et nous ne doutons pas que ce débat qui va avoir lieu aura pour effet de nous renseigner sur le mouvement institutionnel dans nos pays respectifs, à savoir le Congo et le Burkina Faso. Et j'aimerais donc laisser la parole à M. Marador Doba, qui est le président du pôle gouvernance de l'association Assise nationale, qui va fixer le cadre de ce débat. Bien, merci Léopold Évariste Batem, qui est au niveau de notre association, les Assises nationales du Congo. Il est le responsable des débats thématiques et nous avons comme projet de faire que tous les derniers dimanches de chaque mois, nous puissions effectivement avoir cet événement que nous appelons donc débat thématique sur des thèmes divers, des variés, mais toujours autour de la problématique que notre charte, puisque nous avons une charte au niveau des Assises nationales du Congo, les problématiques portées par notre charte, à savoir donc l'alternance démocratique, essentiellement. Alors aujourd'hui, en effet, nous recevons des acteurs qui sont historiquement situés, connus par rapport à leurs contextes nationaux respectifs, mais qui sont des acteurs avec lesquels les Assises nationales du Congo travaillent, du moins avec leurs institutions, c'est-à-dire les organes qu'ils représentent. Nous avons respectivement, comme l'a dit tout à l'heure Léopold, nous avons le docteur Alex Zabana Oualibaka, qui est le coordonnateur de la plateforme de la société civile pour le respect de la Constitution de 2002 au Congo. Et nous avons monsieur Ardouma Sirima, qui est le secrétaire général de la Ligue panafricaine et qui est en même temps et surtout représentant en France du mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples. Voilà deux expériences dont nous allons discuter aujourd'hui autour du thème qui est donc le suivant: contre les projets de président à vie, comment les citoyens peuvent-ils gagner? Nous parlons de citoyens pour le cas du Congo donc, comme pour le cas du Burkina, étant entendu que nous interpellons essentiellement ici les acteurs de la société civile. De un. De deux, nous parlons de citoyens s'agissant de ces deux pays, puisque précisément dans ces deux pays, les citoyens ont commencé à développer des dynamiques très fortes. En tout cas, le cas du Burkina montre aujourd'hui que les peuples ont pu, les citoyens ont pu également, depuis plusieurs mois, dire non à un changement ou à une révision de la Constitution par rapport à la disposition qui limite à 2 le nombre de mandats. Dans la Constitution du Burkinabé, cela nous sera précisé. Dans le cas du Congo, également, les citoyens disent que le nombre de mandats étant limité à 2, le chef de l'État aujourd'hui est à la fin de son mandat, qui est le dernier conformément à la Constitution de 2002 au Congo. Voilà deux pays. Le Congo organise des élections en 2016, élections présidentielles, conformément à la Constitution,
Et le Burkina, conformément à sa constitution en vigueur, organise des élections en 2015. Mais dans ces deux pays, chaque chef d'État estime qu'il faut qu'il revise, il change la constitution. Et cela, pour nous, ça apparaît comme une volonté de créer les conditions d'être président à vie. Mais ces deux pays en sont, dans leur histoire, là, si ces décisions s'opèrent, soi-disant par référendum, en fait des plébiscites, ce seraient des coups d'État constitutionnels. Or, voilà deux pays qui ont une histoire marquée par une succession de coups d'État. Le Congo-Brazzaville, qui est notre pays, nous savons que depuis 1963, le mouvement populaire, effectivement, mais il y a eu, à partir de 1968, des coups d'État militaires qui se sont enchaînés, jusqu'à la guerre de 1997 qui a conduit l'actuel chef d'État à revenir au pouvoir par les armes. Le Burkina Faso, qui s'appelait Haute-Volta au moment de l'indépendance, a connu également près d'une dizaine de coups d'État militaires. Je n'en dirai pas davantage. D'autres caractéristiques communes peuvent être situées par rapport à ces pays, notamment le fait que chacun des deux est passé par un régime révolutionnaire, avec au sommet de l'État des chefs d'État militaires se réclamant du marxisme-léninisme. Autre caractéristique, évidemment la dernière et la plus importante pour nous aujourd'hui, c'est les luttes des citoyens qui se développent dans ces pays. Alors voilà, au moins, ces contours étant circonscrits, le Burkina est un pays enclavé, comme vous le savez, mais plus peuplé que le Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville, la République du Congo, a une situation en Afrique centrale qui est d'une importance géostratégique indéniable. L'Afrique centrale est une zone où les conflits sont aujourd'hui bien plus nombreux qu'en Afrique de l'Ouest. Le Congo est un pays pétrolier. Le Burkina a certes des ressources naturelles comme l'or, mais les conflits au Burkina n'ont jamais eu comme cause évidente la question des ressources naturelles. Or, dans le cas du Congo, on peut considérer que le pétrole a été à l'origine des conflits qui se sont succédés depuis la conférence nationale souveraine de 1991. Voilà, je m'en tiens à cela pour situer le cadre, et je voudrais tout à l'heure qu'après les interventions, d'abord celle de notre ami du Burkina Faso, et ensuite celle de notre frère du Congo, nous puissions échanger avec vous qui êtes présents ici, et surtout à l'attention des internautes qui suivront ce débat et qui pourront réagir. Merci. Notre ami Sirima peut intervenir le premier. Merci, chers amis des Assises nationales du Congo. Merci de nous faire l'honneur d'ouvrir, pour ainsi dire, cette série de débats thématiques sur un sujet ô combien important, comme vous l'avez dit l'un et l'autre, qui préoccupe des millions de personnes, voire beaucoup plus loin, parce que ce n'est pas se tromper que de dire que le monde regarde ce qui va se passer dans ces deux pays-là. Le monde regarde ce qui va se passer au Burkina Faso. Le monde regarde aussi ce qui va se passer au Congo-Brazzaville. Je me réjouis aussi de pouvoir en débattre avec mon ami qui est là. Nous avons fait connaissance récemment. Ça permet d'avoir ce regard croisé et de partager des expériences. Alors, pour revenir au thème qui est soumis à notre réflexion, je dois dire d'emblée que toute la difficulté, vous évoquez tantôt la volonté, certes, en termes de stratégie, de stratagème, de modifier l'article de la Constitution qui limite le nombre de mandats. Dans le cas du Burkina Faso, une des difficultés, c'est que de façon ouverte et directe, on n'a jamais entendu, je dis bien on n'a jamais entendu, le chef de l'État lui-même annoncer qu'il allait le faire.
Cependant, tout un ensemble d'actes, de faits, montre bien qu'on s'installe dans cette perspective-là. Donc il faut le dire d'emblée pour que chacun sache de quoi il s'agit. Une fois ce préalable posé, donc pas de propos directs que tous les Burkinabés attendent du restant, du chef d'État, on ne sait pas, mais les choses se mettent en place, qui tendent vers. 3 points, peut-être en propos préliminaire. Le premier, c'est de restituer, parce que c'est toujours intéressant de savoir d'où on vient. La constitution du Burkina a une histoire. Je ne parlerai que de celle de la 4e République, parce qu'il y a 4 républiques dans l'histoire du Burkina. La toute dernière, donc la 4e, qui commence de 91 à nos jours. Et c'est celle-là sur laquelle on va s'arrêter. Bon, bien sûr, si besoin, on pourra partir sur les autres, mais restons sur la 4e République et la constitution qui l'a amenée, c'est-à-dire celle du 2 juin 1991. Comment arrive cette constitution? Elle arrive dans un contexte très troublé qui se caractérise par, évidemment, la disparition brutale du président Thomas Sankara, dans les circonstances que vous savez, et aussi d'un certain nombre d'assassinats qui ont été perpétrés et dont les circonstances sont non établies, en tout cas pas par la justice burkinabé jusqu'au moment où je vous parle. En tout cas, un contexte sociopolitique très tendu qui montrait, les analystes de l'époque s'en rappellent, on allait vers une situation de guerre civile. C'est alors qu'un certain nombre de volontés dans le pays se sont dit qu'il fallait, comme un sursaut salvateur, pour maintenir le vivre ensemble. Voilà d'où part l'élan de ce que va devenir cette constitution, c'est-à-dire au-delà des acteurs politiques, des partis politiques qui s'étaient querellés et dont le conflit s'était soldé par le 15 octobre 87, au-delà donc de ces acteurs politiques, toute la société, je dis bien toute la société burkinabé, va se sentir concernée par cette préoccupation. Et celui qui avait donc cette fonction à l'époque, étant dans une période d'état d'exception, le capitaine Blaise Compaoré va demander qu'il y ait autour de la table des filles et des fils du pays qui s'asseyent pour réfléchir à ce que va être ce texte fondateur d'un nouveau vivre ensemble. Ça va s'appeler la Commission constitutionnelle. Je l'ai dit à l'époque, j'étais président de l'Union générale des étudiants burkinabés et donc principal syndicat étudiant du pays. À l'époque, nous avons décidé d'envoyer un délégué dans cette commission. De la même façon que le mouvement auquel j'appartiens, aujourd'hui le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples, a envoyé des délégués dans cette commission. Et je dois dire pour l'histoire que sans doute n'eût été la participation de cette société civile qui s'incarne ici par le mouvement burkinabé des droits de l'homme, peut-être n'aurions-nous pas eu la constitution telle qu'on l'a eue. Je m'y arrête un instant pour dire 2 choses. Première chose, au sein déjà de la commission constitutionnelle, la question de la limitation du nombre de mandats a été longuement débattue. Et le président de l'époque de notre mouvement, Aliou Ouedraogo, qui est toujours un acteur de premier plan sur la scène burkinabé, peut en témoigner. Il est un des principaux rédacteurs de cette constitution. Et les débats ont été houleux pour savoir où est-ce qu'on irait dans cette constitution, qu'est-ce qu'on y mettrait ou pas, comment on organise les pouvoirs du président de la République. Ce n'est pas anodin. Deuxième élément important, c'est que quand le projet de constitution est
terminé, après de longs et houleux débats. C'est toute la société qui avait contribué à son écriture qui va participer au référendum. Donc c'est un élan national et donc il n'est pas surprenant qu'on ait eu 80% de oui favorables. Ça c'était un point d'histoire, c'est important de le rappeler. Voilà comment arrive cette constitution et voilà, il y a d'autres points de débat, mais déjà cette question de la limitation du nombre de mandats a été débattue et tranchée. Donc le référendum de 91 est déjà une réponse de la volonté du peuple quant à cette question-là. Alors, il se trouve que dans les 2 décennies qui suivent, on aura 7 révisions de la Constitution, dont 2 vont toucher justement la question de la révision du mandat, ou en tout cas de la, du mandat, soit de la durée du mandat ou le verrou du nombre de mandats qu'on peut exercer. Et le premier a lieu en 97, la première révision du moins, et la deuxième en 2000. Celle de 97 arrive puisqu'on on est dans un septennat et il y a comme une question de réglage. Ça arrive dans les constitutions. Ça a été présenté comme ça. Après 6 années, on peut rééquilibrer, ça arrive. C'est dans l'exercice et dans la vie de tout état de droit. Celle de 2000, elle est importante et il faut s'y arrêter. Pourquoi la révision de 2000 ? La révision de 2000 intervient dans un contexte sociopolitique, là encore, survolté. Parce que le pays est en ébullition du fait de la disparition dans des conditions tragiques. C'est un assassinat d'un journaliste célèbre, Norbert Zongo, et dont les premières enquêtes montraient que ceux qui ont perpétré ce taudis assassinat étaient à rechercher dans la garde rapprochée du chef de l'État lui-même. Voilà que le pays, comme en ce moment, connaît des manifestations par milliers de Burkinabés dans la rue. Pour calmer les jeunes, le chef de l'État, entre autres choses, va mettre en place ce qu'il va appeler le collège des sages. Il fait appel à des notabilités politiques et religieuses pour entendre les forces vives de la nation et aller vers l'apaisement. Ce collège des sages va faire un rapport après l'audition de ces forces vives et dans les points importants qui ont été martelés par tout le monde, syndicats, associations de femmes, de jeunes, communautés coutumières religieuses, il faut ramener, puisque le 97 avait fait sauter le verrou du nombre de mandats, il fallait ramener à 2 et pas plus. Donc on voit bien que la révision de 2000 intervient dans un contexte social de mobilisation populaire et pour arriver à stabiliser, organiser le vivre ensemble, on a remis la limitation. Voilà le grand premier point de mon propos. Il était important que je fasse ce rappel historique pour vous et ceux qui vont nous suivre par les réseaux sociaux pour comprendre de quoi il s'agit. Deuxième point important, du fait que nous ayons été, nous, Mouvement des droits de l'homme et des peuples, co-rédacteurs, donc co-responsables de cette constitution-là, nous en sentons aujourd'hui comme hier l'un des garants aussi. Nous ne pouvons pas rester comme de simples commentateurs juridiques de ce qui va se passer. Non. Nous devons donner de la voix pour montrer à l'opinion publique nationale et internationale que nous ne nous reconnaissons pas dans le projet qui se profile et qui tendrait à faire sauter le verrou de la limitation. Parce que par 2 fois, je l'ai rappelé, juin 91 et en 2000, il y a une volonté populaire très claire qui a demandé qu'on ne touche plus à cette disposition constitutionnelle. Alors, et notre mouvement,
juste après la promulgation donc, de la Constitution, s'est attelé à ce que doit faire une ONG des droits humains. Nous semble-t-il, en tout cas dans nos responsabilités, nous avons fait traduire la Constitution dans les 3 principales langues du pays et nous avons fait un travail, non plus seulement une affaire de citadins, dans le prolongement de la campagne référendaire. Nous avons poursuivi le dialogue, l'explication, l'éducation citoyenne avec les populations pour que cette Constitution-là, chaque citoyen puisse se l'approprier et que le paysan, depuis le fin fond du Burkina, puisse être en capacité d'en connaître la substance. Ça, c'est un deuxième point important de mon propos, qui montre que cette Constitution n'est pas, comme on peut souvent l'observer dans certains cas, une affaire d'intellectuels qui manipulent des concepts. Non, la Constitution du Burkina est rentrée dans les campagnes. Les paysans qui suivent l'actualité peuvent en comprendre les enjeux. Et ce n'est pas rien dans l'explication des mobilisations populaires actuelles. Parce que les gens sentent quelque part comme un patrimoine commun qui leur échappe. Troisième point, et j'en aurai fini, c'est poser la question de la Constitution en tant qu'outil pour gouverner nos sociétés. Est-ce un outil qui a répondu à son objectif premier qui est de satisfaire les préoccupations des populations? Parce qu'une constitution, c'est bien sûr la dimension institutionnelle, mais c'est d'abord un levier de gouvernement. Donc c'est un outil qui est donné à celui qui a la légitimité du scrutin de pouvoir agir et répondre aux préoccupations. Le débat qui nous est posé aujourd'hui va donc très au-delà de la simple question de va-t-on tripatouiller ou pas un article. La question que nous posons au président Blaise Compaoré, c'est de lui demander si, selon lui, non, bien sûr que l'article 37 peut le préoccuper, mais nous avons dans notre Constitution d'autres articles qui sont tout aussi importants et sur lesquels son attention devrait porter aussi. Il y a un article qui a trait à la protection de la vie. La vie humaine est sacrée. Ma question que je pose, est-ce que cet article-là a été véritablement pris en compte? Qu'en est-il de l'article qui consacre le droit à l'éducation? Peut-on me répondre si oui ou non, puisque l'article 37 qui concerne le mandat, bien sûr, mais il n'y a pas que... C'est une constitution qui a 173 articles. Et donc, on peut penser que les constituants n'ont pas fait ça comme ça. Ils ont fait 173 articles, c'est un tout. Donc, ne nous laissons pas enfermer sur... On se focalise sur un article qui arrange peut-être une conjoncture politique du moment même. Il y a tout ce qui touche aux droits économiques et sociaux, aux droits culturels, aux droits économiques qu'il faut aussi regarder. Et de ce point de vue, nous disons qu'au-delà du débat sur l'article 37, il faut ouvrir le débat sur le bilan de l'application de la Constitution et comprendre est-ce que ceux qui ont eu cette onction populaire ont-ils véritablement agi pour répondre à tous les points qui devaient protéger la vie, qui devaient garantir les droits du peuple. Donc, je m'en tiendrai là sur ce propos liminaire et puis je reste donc attentif à vos questions. Bien, voilà effectivement notre première. Nous allons écouter notre concitoyen, notre compatriote congolais Alex Zavana, le coordonnateur de la plateforme des organisations de la société civile pour le respect de la Constitution de 2002.
Congo, en République du Congo, notre pays. Bon, merci. Je suis très touché de l'accueil que offrent les assises du Congo pour pouvoir donner un point de vue d'une plateforme congolaise de l'intérieur. Et dans ce débat, la plateforme de la société congolaise pour le respect de la Constitution de janvier 2002, nous avons un point de vue clair et constant. C'est de dire le respect de la Constitution est un acte citoyen et patriotique. Parce que cette Constitution, comme beaucoup, non seulement les Congolais, mais les auditeurs africains qui s'intéressent aux problèmes du Congo et de l'Afrique, savent qu'elle a été votée à 84,50% par les citoyens congolais. Pourquoi nous disons non au changement de la Constitution de janvier 2002? Mais tout simplement parce que nous considérons que elle a plus été violée qu'appliquée. En ce sens que les droits qu'octroie la Constitution aux citoyens congolais, c'est-à-dire le droit à la vie, le droit au travail, le droit au changement de la qualité de la vie, le droit à la santé, à l'éducation, n'ont jamais été appliqués. Et depuis que cette Constitution a été mise en place, nous allons de violation en violation. Un des points qui nous a beaucoup touchés, c'est que dans cette Constitution, on demandait que toute autorité politique et administrative nommée devait déclarer ses biens dès sa nomination et aussi à la fin de l'exercice de ses fonctions. C'était tout simplement une disposition qui a été prise pour voir pourquoi les Congolais aimaient tant tous faire la politique. Et il n'y a jamais eu de loi d'application. Et jusqu'à ce jour, depuis 2002, aucun dirigeant, ni politique, ni administratif, n'a fait état de son patrimoine. Pourquoi nous disons non au changement de la Constitution? Parce que nous croyons à notre humble avis que au Congo, la fonction politique est devenue un fonds de commerce. Dans la mesure où on ne respecte pas les engagements pris vis-à-vis des électeurs. C'est-à-dire qu'on ne respecte pas notre peuple. Nous sommes tous ici des Congolais, il y a notre frère burkinabé, mais il y a des choses que vous et moi nous connaissons, mais pour les auditeurs qui nous suivent et pour notre frère, je suis obligé de m'étendre un tout petit peu. Nous savons tous comment est-ce que nous en sommes arrivés à la situation que nous vivons aujourd'hui. Le 5 juin 1997, il y a eu ce qu'on a appelé chez nous
la guerre du 5 juin. Et personnellement, dans les différentes réflexions que j'ai publiées dans les articles dans les journaux de la place, en particulier dans l'Observateur, j'ai toujours dit que la guerre du 5 juin est de la responsabilité commune et de Pascal Lissouba et de Sassou Nguesso, parce que cette guerre pouvait être évitée. Les uns ont sous-estimé les autres se sont surestimés avec les appuis extérieurs à cause du pétrole, et on a engagé notre peuple dans des massacres inutiles. Et c'est de là qu'est partie la situation que nous vivons aujourd'hui. On ne peut plus dire si, non. On aurait pu laisser le président Pascal Lissouba, démocratiquement élu, arriver à terme de son mandat, quitte à organiser des élections. Mais les uns et les autres se connaissant, parce que vous savez très bien que l'UPADES, les gens qui ont créé l'UPADES sont tous, dans la grande majorité, partis du PCT. Donc, ils ont la même culture politique. Ils se connaissent. Donc, ils savaient que, en organisant des élections, les attentes que les uns et les autres préconisaient pouvaient ou ne pas être obtenues. Il fallait dans ce cas chercher un bouc émissaire pour arriver à la guerre, pour changer les règles de jeu démocratiques. À la fin de la guerre, nous arrivons donc à ce que mon frère burkinabé a dit, il fallait de l'apaisement. Et les vainqueurs de la guerre ont voulu transformer la victoire militaire en victoire politique en proposant des forums pour la paix, jusqu'à ce qu'on arrive à la Constitution de 2002. Cette Constitution, ce sont les vainqueurs qui l'ont proposée aux citoyens congolais et qui l'ont voté à 84,50%. Mais c'est énorme. Jamais une élection par la suite, depuis 2002, ne s'est passée au Congo où il y a eu un taux de participation aussi élevé. Pour le respect que nous devons à nos citoyens. Mais on doit respecter cette constitution jusqu'à terme. Pourquoi nous disons non au changement de la constitution? Mais parce que l'article 185 alinéa 3 rend intangible toute modification des articles qui empêchent au président actuel de briguer un troisième mandat. Pourquoi nous disons non au changement de la Constitution? Parce que tout simplement la Constitution de janvier 2002 ne prévoit aucune disposition de changement de la Constitution. On peut la réviser dans les autres articles, mais l'article 185 dans son alinéa 3 fait état de non-modification des articles 58, c'est-à-dire 2 mandats, 1 point, c'est tout. Et je ne pouvais pas terminer sans faire référence au président, au propos du président du Bénin, le président Bouni Yaya, qui a dit « J'ai été à l'école, je connais lire, je connais la constitution de mon pays, c'est 2 mandats non renouvelables. » Je vous remercie. Bien. Je crois qu'on aura tous compris
qu'il y a tellement de points communs entre ces deux cas qu'effectivement on peut s'attendre à un débat dont et les Congolais et les Burkinabés devraient tirer un certain profit. Je rappelle que nous allons ici nous exprimer, mais aussi que sur Internet et sur les réseaux sociaux, nous espérons qu'il y aura des réactions pour permettre aux acteurs des Assises nationales du Congo d'avoir des éclairages, des repères qui nous aident à avancer dans cette lutte. Le thème, donc, je le reprécise, c'est contre les projets de président Ali, comment les citoyens peuvent-ils gagner? On a eu là quelques éléments. Alors, est-ce que nous avons d'abord quelques questions peut-être de compréhension des contextes, ou alors on intervient, effectivement, chacun à tour de rôle, la parole va circuler pour que l'on écoute ce que vous avez à poser comme question, mais aussi, ce serait l'essentiel, ce que vous avez à émettre comme proposition pour la lutte commune. Alors, la parole est à ceux qui sont ici présents. Akiulo Kianganzi, président de Kimpanza, association membre de l'association des Assises nationales du Congo. J'ai bien écouté nos deux honorables intervenants. Ce que je tiens à relever de façon globale, c'est que le cas du Burkina Faso et du Congo, si par ailleurs montrent des similitudes, sont fondamentalement différents. Différents pourquoi? Parce que, comme l'a souligné Magloire Ndoba au départ, le régime dictatorial du général Denis Sassou Nguesso s'appuie sur une manne financière que jamais, je peux me tromper, mais jamais un dictateur africain n'a eu autant de richesses sous sa main pour la gérer comme il l'entend. Et quand je dis autant de richesses, c'est proportionnellement à la population. Le Congo, c'est à peine 4 millions d'habitants. Et au vu de cela, le budget congolais est colossal. Très colossal même, au point où les dirigeants congolais ont pu dire cette ineptie que le trop-plein d'argent que nous avons, nous allons le garder pour les générations futures. Alors même que rien ne va dans le pays, que l'école est dans un état chaotique, que le système de santé est à terre, que le chômage est très élevé. Mais les exemples que nous avons des gens qui ont accompagné un putschiste, celui-là même qui a assassiné dans la société civile et la société politique. Il peut acheter qui il veut, sauf pour tous ceux qui reconnaissent leur impuissance, ils baissent les bras et ils se rendent. On a vu le premier d'entre eux, en tant que leader, Bernard Kolela, il a fini par se rendre. Parce que, intimement, sûrement, il a reconnu qu'il ne pouvait rien faire. Face au passant, qui est mon mentor, intime, ses compagnons militaires et civils de Blaise Compaoré
à un moment donné, quitter le navire dès lors qu'ils voyaient que leurs intérêts n'étaient plus servis par Blaise Compaoré. Parce que quand on est acteur politique au Burkina Faso, est-ce qu'on a la possibilité de construire 100 villas? Est-ce qu'on a la possibilité d'avoir un parking de véhicules à plus de 100 000 euros? Non. Donc, à un moment donné, le deal qu'on a fait avec le compagnon d'armes ou dans le compagnonnage politique, à un moment donné, ils ont été capables, et ils le disent aujourd'hui, ça suffit, tu as fait ton temps, tu dois donner le relais aux autres, nous aussi, on veut participer au leadership du pouvoir. Ça peut se comprendre au Burkina Faso. Et la société civile aidant, vu l'histoire de ce pays, est dans la rue et fait pression. Mais au Congo, ce n'est pas facile dès lors que nous n'avons pas de leader. Même ceux qui ont accompagné Sassou Nguesso, et je le dis encore en passant, Blaise Compaoré n'est pas arrivé au pouvoir en faisant des massacres à grande échelle. Mais au Congo-Brazzaville, Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir à l'appui de massacres de grande échelle. Ce qui fait que les compagnons de Sassou Nguesso pour la prise de pouvoir, dès lors qu'ils se mettent aux côtés du peuple, ils sont rejetés. Et là, je veux citer Mathias Nzon. Les Congolais ont un problème de leader. Ils ont un problème de qui est capable de porter leur voix, qui est capable de les représenter. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Ceux qui sont dans le collectif des 17, qui prétendent être l'opposition radicale, mais qui sont-ils? Hier, ils étaient au PCT, parti monopartiste. Donc, ils ont participé à la dictature du marxisme-léninisme au Congo. Au sortir de la conférence nationale souveraine, ils ont été où? Ils ont été dans des partis politiques ethno-régionalistes qui ont mis le Congo à feu et à sang. Tout ce que nous connaissons aujourd'hui de par Sassou, ce n'est qu'une répétition exponentielle. On donnera la valeur que l'on voudra de ce que nous avons connu pendant la période de transition démocratique. De 92 à 97, est-ce qu'on n'a pas tiré sur les populations civiles? Est-ce que les gens n'ont pas volé? Est-ce qu'il n'y a pas eu de disparition physique? Est-ce qu'il n'y a pas eu d'assassinat? En tout cas, pour nous à Kimpwanza, et personnellement pour moi, la réponse c'est oui. Sauf que 97, l'autre qui semble-t-il a été humilié à la conférence nationale souveraine, on se le rappelle. Les autres à qui on a dit hier, on connaît, ils sont à Paris, ils sortent le métro, ils trichent. Et moi je me rappelle, j'étais étudiant à l'époque, Lissouba s'est permis de nous dire que nous les étudiants, nous faisons le trafic de drogue à Paris. Et que nous, lui le papa, il allait nous comprendre. Vous savez, tout cet état-là, psychosociologique. Et après, il ne faut plus s'étonner que nous connaissons ce que nous connaissons aujourd'hui. C'est le premier Gao qui est Gao, semble-t-il. Le deuxième, il est Kaka. Je crois que c'est l'expression, c'est celle-là. Eh bien, nous sommes en train de vivre, peut-être pas une malédiction, mais nous sommes en train de vivre une leçon mémorable pour des bêtises que nous avons commises, pour ne pas avoir été assez vigilants, pour ne pas avoir été assez intelligents, afin de préserver autant qu'il fallait cette démocratie que nous avons eue en 1991. Parce qu'il n'est pas donné à toutes les sociétés, à tous les pays, d'avoir un dictateur qui abandonne le pouvoir comme ça. Donc, la question posée, la question centrale, c'est comment faire pour mettre fin au président à vie.
il n'y a qu'une réponse. Disons qu'on a deux alternatives. Soit il y a un autre putschiste qui fait le coup, et nous ne sommes pas sortis de l'auberge, parce que les Jerry Rawlings, ça ne traîne pas les rues, ou alors, ce sont des manifestations populaires. C'est un soulèvement populaire qui acculera la dictature, et à ce moment-là, peut-être, et ça c'est le point de vue de Kim Kwanza, c'est mon point de vue, à ce moment-là, des négociations secrètes pourront être menées afin que ce régime laisse le pouvoir en lui garantissant certains paramètres de survie. Ou alors le régime fait le jusqu'au boutiste face à la colère des populations, des manifestants, il y aura du sang, mais à la fin, c'est ce régime qui perdra. Parce que le peuple sort toujours vainqueur d'un rapport de force avec une dictature. Quelle que soit la durée de ce, comment dirais-je, de ce combat, quel que soit, le peuple finit toujours par sortir vainqueur. Et donc là, je voudrais m'adresser à ce régime, c'est de dire, il est temps de négocier secrètement, de voir comment en finir. Parce qu'il ne s'agit pas de faire un dialogue et puis de mettre en place un gouvernement d'union nationale de boucouteurs, le peuple n'en veut pas. Et à Alex, je dirais, l'analyse était bonne, mais sauf que dire que 84% de la population a...